Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de l'Éloge de la folie d'Érasme, un texte qui a été publié en 1511. Il s'agit ici du tout début de l'œuvre, le chapitre 1, dans lequel Érasme présente le système énonciatif de l'ensemble de son œuvre, à savoir « C'est la folie qui parle ». C'est le titre du chapitre 1. Dans l'Éloge de la folie, Érasme va effectuer la critique par la bouche de la folie des diverses professions, des diverses classes sociales de son époque, et notamment des professions doctes, savantes, en particulier les théologiens. Érasme est lui-même théologien, il est aussi philosophe, et il porte un intérêt tout particulier aux interrogations qui sont portées par le courant humaniste dans lequel il s'inscrit pleinement. Nous sommes donc au tout début de l'œuvre, c'est la folie qui parle, et je passe ainsi à la lecture. Les gens de ce monde tiennent sur moi bien des propos, et je sais tout le mal qu'on entend dire de la folie même chez les fous. C'est pourtant moi, et moi seul, qui réjouis les dieux et les hommes. Aujourd'hui même, la preuve en est faite largement, puisqu'il m'a suffi de paraître devant ce nombreux auditoire pour mettre dans tous les yeux la plus étincelante gaieté. Tout de suite, votre visage s'est tendu vers moi, et votre aimable rire m'a applaudi joyeusement. Tous, tant que vous êtes, je vous vois, ivre du nectar des dieux d'Homère, mêlé toutefois d'un peu de népenthes, alors qu'il y a un instant vous étiez assis, soucieux et tristes, comme des échappés de l'antre de Trophonius. L'ouverture de ce livre, l'Éloge de la folie, présente donc son système initiatif, mais se constitue lui-même comme une imitation de l'auteur grec Lucien qu'Érasme vient juste de traduire en latin. Ainsi donc, à travers cette critique évidente du savoir, un savoir qui rendrait triste, en opposition à une folie qui rendrait heureux, eh bien en fait, le savoir s'exhibe lui-même comme base du discours. Et en cela, nous pouvons nous poser la question suivante, en quoi la folie fait-elle une critique paradoxale du savoir ? Pour traiter cette question et y proposer une réponse, nous découperons le texte en 3 mouvements. Un premier allant de la ligne 1 à 3, dans lequel va s'opérer l'adresse de la folie à son auditoire. Une deuxième partie de la ligne 3 à 14, dans laquelle elle va poser une preuve par l'exemple de son effet sur les foules, à savoir la joie. Et enfin, une dernière partie, un dernier mouvement de la ligne 14 à 17, dans laquelle elle va expliciter sa supériorité sur les savants. Je passe ainsi à mon commentaire. Le chapitre s'ouvre par un titre, c'est la folie qui parle, un titre qui est intéressant à double titre, puisqu'il présente le système énonciatif, nous l'avions dit, mais il est lui-même constitué d'un tour présentatif, c'est la folie qui parle. Tour présentatif, censé présenter le système énonciatif, on a donc ici immédiatement un jeu sur le fond et sur la forme qui semble se corréler, se correspondre. On aurait ainsi un premier élément qui serait un petit peu comme une mise en abîme du fond et de la forme. Le chapitre commence par l'énoncé de l'opinion commune. Les gens de ce monde tiennent sur moi bien des propos. Cette opinion commune est distanciée de la folie elle-même par le démonstratif, ce qui va détacher la folie du monde des humains et la placer de facto dans une position supérieure, position quasiment divine. La folie serait une divinité qui prend ici la parole pour les hommes. La définition des gens de ce monde se redouble par le « on » indéfini qui va les rejeter dans une espèce d'indéfinition relativement négative et sur leur assimilation finale aux fous eux-mêmes. Cette assimilation se fera de manière paradoxale puisque la folie semble n'être même pas connue des fous et elle assimile du coup les gens de ce monde en début de phrase aux fous en fin de phrase. Ainsi, on aurait une identification des humains à des fous opposée finalement à la folie qui serait une forme de divinité qui sait ce qu'elle est, là où l'opinion commune, qui la considère comme négative, tout le mal qu'on entend dire, serait une opinion fausse. Cette prise de parole va avoir pour fonction de reprendre les paroles des hommes et passer des propos indéfinis à une vérité portée par le verbe savoir. Je sais. Cette opinion fausse est désignée par l'adverbe pourtant, un adverbe qui va constituer
une opposition forte, et aussi par le retour de ce tour présentatif, c'est pourtant moi et moi seul qui réjouit les dieux et les hommes. On est toujours dans la présentation du système énonciatif et une définition de la folie par elle-même, une définition objective à travers l'usage du pronom disjoint « moi » qui va la constituer comme un objet extérieur à elle-même et du coup pouvant être objectivable ou objectivement défini. On retrouve toujours cette idée de divinité puisqu'elle réjouit, le terme qui va s'opposer au mal qu'on entendait dire d'elle, qui réjouit donc à la fois les hommes mais aussi et surtout les dieux. Elle serait donc même supérieure aux dieux eux-mêmes, puisqu'elle serait seule capable, l'adjectif est présent dans le texte, seule capable de les divertir. Cette adresse auditoire a donc pour vocation de présenter le système énonciatif et la définition de la personne de la folie par elle-même qui va s'opérer. Cette définition positive, qui est portée par le verbe réjouir, va s'appuyer sur une preuve par l'exemple qui constituera toute notre deuxième partie. Le champ lexical de la preuve va être présent à travers le mot lui-même, preuve, avec des verbes comme paraître, et aussi à travers tout un système de relations logiques extrêmement précis, avec des conjonctions de subordination, puisque, alors que, ou alors encore des adverbes toutefois ou comme. Ce système logique est donc paradoxal dans le sens où la folie qui parle de manière extrêmement logique. Et on a ici évidemment un paradoxe. On retrouve le présentatif ce nombreux auditoire qui était déjà présent dans les gens de ce monde et ils vont servir de preuve à la définition qui avait été donnée. Il m'a suffi de paraître devant ce nombreux auditoire pour mettre dans tous les yeux la plus étincelante gaieté, donc la gaieté faisant référence à la joie, et le superlatif absolu qui vient compléter l'adjectif étincelante va venir accentuer encore le degré suprême de joie que la folie est capable de faire éprouver. Ce superlatif absolu étant là encore un signe de sa divinité. On retrouve ensuite un système en parallélisme. Votre visage s'est tendu vers moi, votre aimable rire m'a applaudi joyeusement. Possessif, deuxième personne, pronom disjoint première personne. Possessif, deuxième personne, personnel COD. Ce parallélisme est intéressant puisque justement, il va venir modéliser ce passage de l'opinion générale à l'opinion vraie et va venir aussi modéliser la place centrale de la folie dans le fonctionnement de la preuve, puisqu'elle est la source véritablement de la joie, que l'on va retrouver avec, là encore, le verbe applaudir, accentué par l'adverbe joyeusement. Donc on a une espèce de répétition dans le champ lexical de la joie. La multiplicité des preuves, qui était déjà présente à travers l'adjectif nombreux, va être redoublée ici par le pronom tous et l'expression apposée tant que vous êtes, qui va venir montrer qu'il n'y a pas une seule preuve de la joie de la folie, mais qu'il y en a de très nombreuses, justement. Et comment est-ce que cette joie va se manifester ? Eh bien, c'est à travers l'ivresse du nectar des dieux d'Homère. Et à partir de là, on va se rendre compte que non seulement il y avait une forte structure logique, mais il y a aussi tout un tas de références extrêmement précises, extrêmement savantes, qui sont totalement représentatives de l'humanisme, dans le sens où il y a ce retour en force de l'Antiquité, donc à travers le nectar des dieux d'Homère, donc la nourriture des dieux selon ce qui est écrit dans Homère. On retrouve aussi, en plus de cela, la référence au Népenthes, qui est un remède magique contre la tristesse et la mélancolie. On retrouve aussi la référence à l'antre de Trophonius, qui est du coup une caverne dans laquelle il y aurait un oracle. Donc une très forte prégnance de la référence mythologique. Ce système de parallélisme va mettre en balance, là encore, des personnages qui autrefois, il y a un instant, étaient soucieux et tristes, ce souci et cette tristesse étant liés à la connaissance, puisqu'ils s'étaient échappés d'un oracle. La connaissance qui leur a été donnée par cet oracle explique leurs soucis et leur tristesse, mais grâce à la folie, ils surmontent cette tristesse et ce souci justement par une espèce d'opération magique, divine, à
travers le nectar des dieux d'une part, et le népenthes d'autre part, qui est ce fameux remède magique contre la tristesse et la mélancolie. Ainsi donc, la folie ici constituerait une première attaque contre la science, contre le savoir, qui rendrait triste et elle-même qui rendrait heureux, opérant ainsi un renversement complet de cette opinion générale qui était exprimée dans la première ligne. C'est toujours la même idée qui va se perpétuer à travers, cette fois-ci, l'usage d'une comparaison avec la mise en place du système comparatif qui va s'expliciter à travers l'expression « de même » qui va formaliser véritablement la comparaison. Tout change d'aspect dans la nature dans un certain nombre de cas. De la même manière, votre physionomie s'est transformée dans un certain cas. Mais tout ça constitue toujours une preuve par l'exemple, une preuve qui aura ici une espèce de vocation quasiment universelle, presque scientifique d'une part, puisqu'elle reposerait finalement sur un système d'analogie quasiment déductif. Ça se passe comme ça dans la nature, de manière générale, donc ça se passe comme ça pour vous de manière particulière, dans le cas particulier. Le système de parallélisme est toujours présent à travers la répétition, quand ou quand. Il est présent aussi à travers la place des adjectifs, l'âpre hiver, le doux printemps. Donc ce système de parallélisme à travers les adjectifs antéposés est intéressant puisqu'il va venir modéliser à travers l'opposition de l'hiver et du printemps, l'opposition des sèmes négatifs et des sèmes positifs, de la même manière que le savoir serait négatif et la folie serait positive. Et on retrouve toujours cet aspect de savoir à travers le nom technique du zéphyr, qui est un type de vent particulier. Et finalement, la règle exprimée au présent de vérité générale, tout change d'aspect dans la nature, tout se rajeunit de couleurs nouvelles, qui va ici venir modéliser le changement opéré par la venue du printemps d'une part, de même la venue de la folie d'autre part. Vous m'avez vu, votre physionomie s'est transformée. Et c'est bien une action de la folie elle-même, puisque ici on peut noter l'usage de la forme passive, votre physionomie s'est transformée au contact de la folie. Je passe ainsi à ma troisième et dernière partie, où la cible de la critique va être beaucoup plus formalisée, notamment à travers l'explicitation des rhéteurs, qui sont du coup ceux qui font usage de la rhétorique, globalement les savants, les théologiens, ceux qui savent et qui montrent qu'ils savent. Mais ces rhéteurs, du coup, sont inférieurs à la folie, puisqu'il va y avoir un système, là encore, de parallélisme à travers la répétition des négations exceptives. Ce système de parallélisme va avoir pour but de montrer la supériorité de la folie sur ces rhéteurs. Les rhéteurs doivent faire des efforts, alors que la folie, elle, n'a aucun effort à faire. Elle serait, de manière innée, beaucoup plus performante que les rhéteurs, malgré leur efficacité, ce qu'on peut voir à travers le système d'apposition d'ailleurs considérable. Leur objectif entre ces rhéteurs, ces savants et la folie est le même. Ils partagent le même objectif, à savoir chasser des âmes l'ennui, c'est-à-dire pouvoir proposer un divertissement. Et c'est à travers cet objectif commun que va se préciser cette espèce de parallélisme présent dans tout le texte à travers les figures stylistiques entre la folie et la sagesse, la folie devenant finalement une nouvelle sorte de sagesse, malgré la dévaluation qu'elle subit par l'opinion publique. En quoi la folie fait-elle une critique paradoxale du savoir ? Nous l'avons vu, de manière générale, nous avons une opposition apparente entre un savoir négatif et maléfique d'une part, qu'on va retrouver notamment à travers tout le champ lexical de la tristesse, et une folie qui serait positive, bénéfique d'autre part, notamment à travers tout le champ lexical de la joie. Et cette opposition revient à une opinion commune, sans doute donnée par les rhéteurs qui sont les garants du savoir. Cependant, on retrouve dans le texte une mobilisation importante d'éléments de savoir, ce qui constitue un premier paradoxe, puisque la folie critiquerait le savoir tout en utilisant le savoir. Et en plus, on retrouve une forte architecture logique qui constituerait un deuxième paradoxe, puisqu'elle critiquerait les rhéteurs dans un discours qui est lui-même rhétorique. Ainsi, le texte se constituerait comme une sorte de plaidoyer, un texte juridique, visant à justifier la folie, et cela va se modéliser par une espèce d'adéquation entre le fond et la forme, présente dès l'introduction avec le tour présentatif, et tous les parallélismes qui vont constituer finalement la folie non pas comme un anti-savoir,
ce qu'elle semblait être, mais plutôt comme un savoir alternatif et peut-être de meilleure qualité. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom dans la dernière phrase. Les expansions du nom sont des mots qui vont venir compléter un nom, lui ajouter un certain nombre de qualifications, et ils vont se constituer soit d'adjectifs, soit de compléments du nom, soit de propositions subordonnées relatives. Dans notre extrait, nous n'avons aucune proposition subordonnée relative, mais nous avons les représentants des deux autres classes grammaticales. Je vais commencer tout d'abord par les compléments du nom. Ici, nous en avons un exemple. Il s'agit de deux préparations qui va venir compléter le nom effort. Nous avons bien un groupe prépositionnel, puisque préparation est un nom introduit par la préposition de, et l'ensemble de ce groupe va bien compléter le sens du mot effort. Pour ce qui est des adjectifs, nous en avons deux. Un premier qui va qualifier lui aussi le nom commun effort. En l'occurrence, il s'agit de l'adjectif grand. Ici, c'est un adjectif qualificatif et il va avoir une fonction d'épithète puisqu'il complète directement le nom effort sans en être détaché par quoi que ce soit. On peut noter aussi sa place antéposée qui va lui donner une valeur subjective. Enfin, le dernier adjectif qui est présent dans notre phrase, il s'agit de l'adjectif considérable qui, lui, pour le coup, est un adjectif verbal puisqu'il vient du verbe considérer. Ici, l'adjectif considérable va qualifier le nom commun rhéteur, mais il en est détaché par une virgule et d'ailleurs. Et du coup, ce détachement va le constituer en adjectif apposé du nom rhéteur.